Bonjour à toutes et à tous. Sujet du jour, le Frexit. Après l'échec de l'Union européenne sur la crise des migrants, sur le chômage, sur la question du pouvoir d'achat, le Frexit semble aujourd'hui inéluctable. C'est ce que nous allons voir. Un Frexit réussi, comment ça se passe? Eh bien, c'est parti. Alors, qu'on soit pour ou contre l'Europe, l'Union européenne et les institutions, ou même pour ou contre l'euro, le sujet n'est pas là. Le sujet aujourd'hui, c'est que les peuples sont en train de divorcer du projet européen. On l'a vu notamment au Royaume-Uni. Les Britanniques ont voté pour le fameux Brexit. Le gouvernement britannique s'est pris les pieds dans le tapis en essayant de négocier avec l'Union européenne. Naturellement, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, pour que le Brexit réussisse, il ne faut pas négocier avec l'Union européenne, il faut sortir de l'Union européenne de manière unilatérale, supprimer les droits de douane, tous les droits de douane britanniques, de manière à ce que tous les produits importés au Royaume-Uni ne soient pas taxés, et ensuite les pays de l'Union européenne taxent ou ne taxent pas les produits d'exportation britannique, sachant que les entreprises qui travaillent à l'export dans une économie comme l'économie britannique, mais c'est aussi vrai de l'économie française, c'est une partie infime des entreprises, c'est à peine 0,1% des entreprises, donc il n'y a pas beaucoup d'impact sur l'économie. Donc il ne faut pas négocier avec des institutions de type l'Union européenne pour réussir le Brexit, ce que Theresa May n'a pas compris, n'a pas su faire. Elle aurait dû faire du Royaume-Uni un paradis fiscal pour les entreprises, pour les particuliers, et supprimer les droits de douane sans aucune négociation. C'était le Brexit hard, c'est la seule solution, en tout cas c'était la seule solution, on ne sait pas où ça va aller. Alors dans un pays comme la France, est-ce que la France va sortir de l'Union européenne ou de l'euro? Alors il y a deux sujets, il y a le sujet de l'euro. Alors sujet de l'euro, nous avons besoin incontestablement d'une monnaie forte et d'une monnaie stable. L'euro a été conçu sur le modèle du Deutsche Mark, donc c'est une monnaie plutôt forte, même si depuis quelques mois elle a quelques faiblesses face au dollar, mais la monnaie doit être forte. Pourquoi? Parce que la monnaie doit permettre de conserver la valeur dans le temps. Si vous avez 10 000 euros aujourd'hui, vous pouvez vous acheter, mettons, une voiture, une petite voiture, une Dacia par exemple. Dans 10 ans, est-ce que ces 10 000 euros vous permettront d'acheter encore une voiture ou bien un paquet de cacahuètes? Si la monnaie se déprécie avec le temps, eh bien les entreprises ne peuvent plus investir. Et si les entreprises n'investissent plus, l'économie s'effondre inéluctablement. C'est ce qui explique pourquoi les pays qui ont une monnaie faible, c'est le cas aujourd'hui par exemple d'un pays comme la Turquie, où la livre turque s'est terriblement dévaluée, son économie est complètement détruite. Alors c'est vrai que certaines entreprises exportatrices turques en bénéficient de cette dévaluation, mais encore une fois les entreprises exportatrices représentent 0,1% d'une économie. En France, il y a 4 millions d'entreprises. Sur les 4 millions d'entreprises, combien sont exportatrices? En réalité, très peu. Donc une dévaluation de la monnaie favorise 0,1% des entreprises et défavorise 99,9%. Parce que la plupart des entreprises, même la quasi-totalité des entreprises, ont besoin d'une monnaie forte pour pouvoir, encore une fois, investir. La dévaluation monétaire, ça veut dire aussi perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Si le consommateur ne peut plus consommer, ben là aussi l'économie s'écroule. Donc l'économie s'écroule doublement par un mésinvestissement des entreprises, une baisse de l'investissement, et aussi par une perte de pouvoir d'achat des consommateurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'une monnaie forte. Alors on pourrait sortir de l'euro, mais ça ne serait pas pour imiter la Turquie ou pour imiter le Venezuela qui est tombé à 100 millions de pourcents d'inflation par an. 100 millions de pourcents, ça laisse rêveur. Il s'agirait plutôt d'imiter un pays comme la Suisse ou un pays comme la Norvège. Je rappelle que la Suisse et la Norvège étaient les deux pays d'Europe les plus pauvres il y a un siècle, donc au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ce sont les deux pays d'Europe occidentale les plus riches. Et ils ne sont pas dans l'Union européenne. Donc on peut être en dehors de l'Union européenne et être un pays riche et prospère. Mais certainement pas avec une monnaie faible. Les gens qui disent qu'il faut une monnaie faible, il faut sortir de l'euro pour avoir une monnaie faible, et on a un certain nombre de leaders politiques français qui prônent cette solution, c'est complètement débile. Sur le plan économique, c'est une absurdité. Si on sort de l'Union européenne, c'est pour avoir une monnaie forte. Alors ça suppose effectivement faire des réformes structurelles, et l'une des faiblesses de l'euro, c'est que l'une des conditions d'adhésion à l'euro, c'est que l'endettement public ne dépasse pas 60% du PIB des États qui adhéraient à l'euro, et le déficit public ne devait pas dépasser 3% du PIB. En fait, ces critères-là, ils n'ont été respectés quasiment par personne dès le départ de l'euro, dès 1999.
99, 2000, 2001. En réalité, ce qu'il fallait faire, c'était imiter la législation allemande qui permet les ruptures du contrat de travail, qui permet également les ruptures du contrat de bail, beaucoup plus facile que dans des pays comme la France ou l'Espagne ou d'autres pays qui aujourd'hui sont en difficulté. La rupture du contrat permet d'avoir une grande souplesse sur le marché du travail, ce qui fait disparaître le chômage, et une grande souplesse également sur la rupture du contrat de bail permet d'avoir une grande souplesse sur le marché du logement et évite d'avoir des bulles immobilières et d'avoir une bulle du logement. Si aujourd'hui en France nous avons des loyers et des logements qui sont quasiment le double des prix allemands, alors que l'Allemagne est la première économie d'Europe et une des premières économies du monde, avec un excédent commercial de l'ordre de 400 à 500 milliards de dollars par an. Je rappelle que la Chine, c'est 100 milliards de dollars d'excédent, et l'Allemagne, c'est 500 milliards de dollars d'excédent. Donc on voit très bien que l'économie allemande est très performante, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de crise du logement, parce que justement, il y a une grande souplesse sur le code du travail et sur le droit au bail. Ce qui n'est pas le cas de la France, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de tous ces pays qui font partie de ce qu'on appelle le Club Med, ce qu'on appelle aussi un peu les PIGS. Les pays d'Europe du Sud, ils ne sont pas moins travailleurs que les pays d'Europe du Nord. Simplement, ils ont une législation trop rigide sur le marché du travail, sur le code du travail, et trop rigide sur le droit au bail. Et ce qui cause des bulles immobilières. Donc, la bulle immobilière réduit le pouvoir d'achat des pauvres et enrichit les riches dans un pays comme la France, et cela bloque le marché de l'emploi. Donc, le vrai problème, il est structurel, il est à ce niveau-là, et il n'est pas au niveau de l'endettement du pays en termes de PIB. Donc, c'était ça qu'il fallait mettre en place quand on a mis en place l'euro. Aujourd'hui, si on sort de l'euro, ou si on sort de l'Europe, ou si l'Europe finit par exploser, eh bien, il faudra effectivement faire des réformes structurelles dans un pays comme la France, assouplir le code du travail, et assouplir également le droit au bail, de manière à mettre un terme à cette bulle immobilière et à libérer. Je rappelle qu'il y a en France 2 millions de logements qui ne sont pas des résidences secondaires, qui appartiennent à des particuliers qui pourraient être loués et qui ne le sont pas parce que les propriétaires ont peur de louer et ont peur de ne pas récupérer leur logement si le locataire ne paye pas son loyer. Donc c'est vrai, 2 millions de logements. 2 millions de logements. Dans des zones tendues, dans des zones pas tendues aussi, mais y compris dans les zones tendues, y compris dans des zones comme Paris, Lyon, où les loyers sont absolument exorbitants. Donc ça, c'est un point important. Après, l'échec de l'Union européenne concerne aussi la crise des migrants. D'ailleurs, les Britanniques ont voté pour le Brexit, surtout par rapport à la crise migratoire. Les Britanniques ont inventé la démocratie et ils se voyaient imposer par Bruxelles des quotas de migrants, et ça a été l'une des raisons principales, on n'en parle pas beaucoup en France, mais du vote du Brexit. Là aussi, l'Europe a complètement échoué en matière de gestion des migrants, parce que l'Europe, encore une fois, quelle qu'elle soit et quelle que soit la composition du Conseil des ministres, qui est le véritable décisionnaire au sein de l'Union européenne, le Parlement européen, je le rappelle, n'a quasiment aucun pouvoir, ce n'est qu'un Parlement symbolique, l'échec de l'Union européenne, elle est sur la question des migrants, parce que la question des migrants, elle ne peut pas être réglée au niveau européen, mais elle doit être réglée au niveau national, voire au niveau local. Il faut, encore une fois, que les citoyens aient la liberté d'expression totale et la liberté également de se défendre, et dans la liberté de se défendre, la légitime défense, il y a la lutte contre donc destruction, agression, vol, invasion, séquestration. Donc il y a aussi invasion. Invasion, ça peut être virer les squatteurs qui occupent un immeuble, mais ça peut être aussi virer les migrants, et le peuple doit avoir cette capacité à un niveau extrêmement local et pas à un niveau global continental. Parce qu'au niveau continental, on va dire l'Europe compte 400 millions d'habitants, donc on peut accueillir 100 millions de migrants. C'est ça la logique qui est celle de l'Église catholique, et qui est celle également des élites sataniques parasitaires de Bruxelles, des hauts fonctionnaires qui, eux, ne seront pas concernés par ces vagues migratoires, puisqu'ils habitent dans des quartiers sécurisés et autres, mais c'est le petit peuple qui en subira les conséquences. Donc voilà, on peut sortir effectivement, le Frexit, peut-être interviendra-t-il, mais pas à n'importe quelles conditions. Il faut des conditions économiques et des réformes structurelles sur le plan économique. Et il faut également une réforme identitaire et être capable d'avoir une défense identitaire extrêmement locale. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis, donc nous allons vraisemblablement tôt ou tard vers un Brexit, puisque les peuples aujourd'hui ont complètement divorcé des institutions européennes. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut le faire dans le sens de la prospérité économique et dans le sens de la défense identitaire. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.